Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. Le Conseil des ministres a tenu une session ordinaire dominée par la question sensible du monopole étatique sur les armes et notamment celui du désarmement du Hezbollah. Des tractations intenses ont précédé la réunion, notamment entre les trois présidents afin de parvenir à une formule consensuelle. Le gouvernement a débattu de 10 points dont la mise en œuvre du programme ministériel avec l'objectif d'étendre la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire libanais à travers ses seules forces ainsi que des dispositions liées au cessez-le-feu de novembre 2024 avec Israël. Sur le terrain politique, les divisions persistent. Plusieurs ministres sont publiquement déclarés favorables au retrait des armes du Hezbollah, tandis que le camp du duo Hezbollah-Hamal cherche à reporter ou neutraliser le débat. Face à la pression internationale, notamment américaine, appelant à un calendrier clair pour le désarmement, plusieurs options sont à l'étude. Renvoi du dossier à une future session jeudi, création d'un comité ministériel ou encore déclaration présidentielle commune. Selon certaines sources, il est peu probable que le Conseil des ministres prenne une décision définitive concernant le monopole des armes selon un calendrier précis. La discussion devra se poursuivre lors d'une prochaine séance, probablement jeudi prochain. Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Qassem, a de son côté dénoncé les pressions américaines, accusant Washington de ne proposer que des dictats visant à affaiblir la résistance et à servir les intérêts d'Israël. Qassem a affirmé que l'émissaire américain, Tom Barrack, aurait exigé le démantèlement de 50% des infrastructures du Hezbollah en 30 jours, qualifiant cela de tentative de soumission. Il a insisté pour que l'accord de cessez-le-feu de novembre 2024 soit intégralement appliqué. Il a ajouté « Nous ne pouvons accepter aucun calendrier programme pour le désarmement et nous ne pouvons accepter que le Liban renonce à sa force ». Qassem a insisté, la résistance fait partie intégrante de la Constitution issue de l'accord de Taïf. Ce qui est constitutionnellement ne peut être soumis au vote, mais doit faire l'objet d'un consensus national. Nous appelons donc à un dialogue autour d'une stratégie de défense nationale, une stratégie qui ne peut inclure deux calendriers pour le désarmement. Israël s'apprête à intensifier son offensive dans la bande de Gaza. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU penche sur le sort des otages israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou convoque son cabinet pour décider d'une possible conquête totale du territoire, malgré l'alerte humanitaire lancée par l'ONU. À Jérusalem, Benjamin Netanyahou s'apprête à franchir un nouveau cap dans la guerre contre le Hamas. Le Premier ministre israélien réunit son cabinet sécuritaire pour lancer peut-être la phase finale de l'offensive à Gaza. Objectif, une conquête totale de l'enclave palestinienne selon la presse israélienne. Une décision prise alors que l'ONU débat du sort des 49 otages israéliens encore détenus, dont 27 seraient déjà morts. Mais dans le pays, la pression monte. Les familles des captifs dénoncent l'impasse. Netanyahou sacrifie nos proches, affirme le Forum des familles qui exige un accord immédiat. Du côté de Gaza, l'ONU parle de famine généralisée. Si Israël a autorisé l'entrée partielle des marchandises privées, la quantité reste insuffisante, alerte Volker Turk, haut commissaire aux droits de l'homme. Il estime que refuser l'accès à la nourriture peut constituer un crime de guerre. Depuis fin mai, au moins 1373 Palestiniens auraient été tués en tentant de récupérer de l'aide. Le Hamas accuse Israël d'orchestrer le chaos et d'utiliser la famine comme arme de guerre. Alors que le conflit a déjà coûté la vie à plus de 60 000 Palestiniens selon des sources de Gaza, Israël semble déterminé à poursuivre jusqu'au bout, quitte à enflammer davantage la scène internationale. La guerre entre Israël et le Hamas entre peut-être dans son chapitre le plus dangereux. À Genève, près de 180 pays se réunissent pour tenter de conclure un accord historique.
un premier traité mondial contraignant pour lutter contre la pollution plastique. En jeu, la santé de la planète, des écosystèmes et des générations futures. À Genève, la planète s'est donné rendez-vous pour tenter de contenir un fléau, la pollution plastique. Sous l'égide de l'ONU, 180 pays ont 10 jours pour s'accorder sur un traité juridiquement contraignant, une course contre la montre, mais aussi contre les intérêts divergents. Symbolisant l'urgence, cette œuvre de l'artiste canadien Benjamin Van Wong, le célèbre penseur de Rodin, noyé sous les déchets. Un message fort adressé aux négociateurs. Benjamin Van Wong déclare que je veux que les délégués réalisent que chaque décision qu'ils prennent a un impact direct sur la santé humaine. Après l'échec des négociations à Busan, en Corée du Sud, les espoirs reposent sur cette session exceptionnelle. Mais les tensions géopolitiques et les intérêts des industries du pétrole et de la chimie planent sur les débats. Pour les ONG comme Greenpeace ou Trash Hero World, il faut frapper fort. Réduction de la production, interdiction de certaines substances, plafond strict. Mais pour l'industrie chimique, le plastique reste indispensable à la santé publique dans la mesure où le plastique sauve des vies sous forme de masques ou de tubes médicaux. Sur ce, le débat s'annonce tendu. Entre urgence écologique, intérêt économique et diplomatie mondiale, Genève pourrait marquer un tournant ou un échec de plus. Hiroshima, 80 ans après la bombe atomique, appelle solennellement le monde à renoncer aux armes nucléaires. Une commémoration historique marquée par la présence record de délégations internationales dans un contexte mondial troublé. 6 août 1945. À 8h15, une bombe atomique larguée par les États-Unis pulvérise Hiroshima. 140 000 morts, une ville anéantie. 80 ans plus tard, Hiroshima appelle à nouveau le monde à tirer les leçons de l'histoire. Près de 120 délégations internationales, dont la France, participent à une cérémonie sans précédent. Pour la première fois, Taïwan et la Palestine y assistent, mais de grands absents, la Chine, la Russie et le Pakistan. Kazumi Matsui, le maire d'Hiroshima, considère que l'arme nucléaire ne peut être un outil de paix. Elle menace l'humanité tout entière. Au cœur de la cérémonie, un message fort. Dans un monde ravagé par la guerre en Ukraine et la crise au Proche-Orient, la course aux armements nucléaires alarme les survivants et les militants. Toshiyuki Mimaki, un survivant et le Nobel de la paix, affirme « Il faut que les jeunes générations prennent le relais. Il est encore temps de désarmer. » Mais le Japon, allié des États-Unis, refuse de signer le traité d'interdiction des armes nucléaires adopté par l'ONU en 2017, une position critiquée par certains survivants et associations qui insistent. Nous devons continuer à témoigner, même après 80 ans. Le silence serait une défaite. À Nagasaki, où une seconde bombe a tué 74 000 personnes le 9 août 1945, la Russie fera son retour aux cérémonies malgré la guerre en Ukraine. Un signal d'espoir ou de tension selon les observateurs. 80 ans après, la douleur demeure, mais le message d'Hiroshima est clair pour que jamais plus l'arme nucléaire ne détruise des vies. Aux Pays-Bas, le village emblématique de Zaanstad, célèbre pour ses moulins et ses maisons traditionnelles, est aujourd'hui victime de son succès. Face à un afflux de touristes sans précédent, les autorités envisagent l'instauration d'un droit d'entrée payant, provoquant un vif débat entre préservation du patrimoine et survie de l'économie locale. Bienvenue à Zaanstad, un charmant village du nord des Pays-Bas. Mais derrière ces images de cartes postales se cache une crise, celle d'un tourisme devenu trop envahissant. Avec plus de 2,6 millions de visiteurs l'année dernière, le site est aujourd'hui à bout de souffle. Les autorités locales parlent même du surtourisme et proposent une mesure controversée, un droit d'entrée de 17,5 € dès l'année prochaine. Wessel Brenses, l'adjoint au maire, estime que sans une solution rapide, ce patrimoine unique risque de disparaître dans les 5 à 7 prochaines années. Zaanstad, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est une reconstitution. Après la Seconde Guerre mondiale, des maisons historiques en bois ont été déplacées ici pour éviter leur destruction.
Ingrid Crackman, une habitante, refuse la taxe proposée. On ne peut pas vivre derrière une clôture. Cette taxe pourrait tuer notre fromagerie et l'économie locale. 80% de l'économie du village dépend du tourisme. Pour les artisans et commerçants, une entrée payante pourrait faire chuter les ventes de souvenirs et de produits locaux. Plus de 2000 habitants ont signé une pétition pour un référendum sans réponse à ce jour. La maire assure que les résidents n'auront pas à payer et qu'aucune barrière physique ne sera posée. Alors que Zaanstad se prépare à une transformation majeure, l'enjeu est clair, préserver un joyau du patrimoine sans faire fuir les touristes ni les habitants. En Suisse, cette fois, l'amour prend de l'altitude. Oubliez les applis. Ici, on se rencontre au sommet, stylo à la main, carnet rouge sous la croix. Dans les montagnes du canton de Fribourg, le Tinder des montagnes crée des liens et parfois des couples. Reportage au cœur d'une initiative romantique et 100% nature. Et si l'amour se trouvait au sommet d'une montagne? C'est ce que vivent de nombreux randonneurs suisses grâce à une idée aussi simple que poétique. Glisser un mot dans un carnet rouge à plus de 2000 mètres d'altitude et attendre que le destin fasse le reste. On l'appelle déjà le Tinder des montagnes. Mais ici, pas de sweep, pas d'écran, seulement une montée, un paysage et parfois un coup de foudre. Comme pour Cathy et Patrick, 58 ans, qui se sont retrouvés grâce à un message laissé au sommet de la Wandflue dans le canton de Fribourg. Cathy raconte « J'ai noté dans le carnet que j'aimais les randonnées tranquilles, mais surtout l'apéro après. » Une semaine plus tard, Patrick m'a appelé. À l'origine de l'initiative, Thibaut Baudet, un menuisier de 29 ans, amoureux des sommets et des rencontres simples. En 2023, il dépose son premier carnet sur la dent de Broc avec un message « La prochaine fois, on sera deux ». Il affirme « Plusieurs couples se sont formés depuis. C'est ma grande fierté. Quand quelqu'un trouve l'amour grâce au carnet, je me dis que j'ai fait quelque chose de bien. » De la vue d'Allah au vanille de l'écrit, 7 sommets du canton accueillent aujourd'hui ces carnets de l'amour. L'idée a même voyagé jusqu'en Argentine. Chaque message est une bouteille à la mer, ou plutôt au ciel. Contrairement aux applis, ici le tri est naturel. Si vous trouvez un message, c'est que vous aimez marcher, respirer l'air pur et peut-être partager votre vie avec quelqu'un qui ressent la même chose. Au sommet de ces montagnes, des histoires naissent, loin des écrans, proches du cœur. L'amour, lui aussi, prend de la hauteur. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée.